Merci, Dr Aziz. Maintenant, je laisse possibilité pour vous de poser des questions. Donc, on a un autre... Oui. Merci, Oustaz. C'est une conférence très didactique et pédagogique. Moi, j'ai deux questions. Curiosité intellectuelle, parce que je m'intéresse beaucoup au Khaldoun, sur le plan anthropologique. Je voulais savoir si c'est une vérité ou c'est par hasard. Parce que je sais que Ibn Khaldoun, tous ses écrits, ils ont été presque enterrés. Et grâce à un Libanais en Argentine en 1800 quelque chose, il a écrit un bouquin sur ça, qui après a été édité en Sorbonne, et après ça s'est développé. Donc, si vous voulez, le monde arabo-musulman, il a enterré une connaissance aussi importante. D'après les textes que j'ai lus, les gens du pouvoir, ils n'aimaient pas, si vous voulez, éclairer leur société avec le savoir d'Ibn Khaldoun, ça les dérangeait dans leur système de jeu. Je voulais savoir est-ce que c'est vrai ou pas, comment. Ma deuxième question, vous parlez de Assabiya, c'est vrai, mais maintenant la Assabiya du dollar, du pouvoir, etc. C'est plus la Assabiya. Parce que c'est des gens qui utilisent la religion, par exemple dans ce cas, c'est qu'il y a action-réaction. Je prends le Liban, je sais que le Liban, le peuple libanais, c'est un peuple très cultivé. Avant 1975, on l'appelait la Suisse sur tous les plans du monde arabe, et on a tout fait pour la casser. Et ce n'est pas les Libanais qui l'ont cassé, ça a été bien sûr, mais ça a été voulu, parce que ça dérangeait une évolution d'une région. Merci. Merci pour les questions. Alors pour la première question, les écrits de Khaldoun n'ont pas tellement disparu, mais ils étaient là, mais ils n'étaient pas tellement utilisés, c'est tout. Il ne faut pas oublier que Ibn Khaldoun, c'était le temps du déclin, c'était à peu près la fin de la civilisation arabe, c'était chez les Mamelouks, après les Mamelouks, il y a eu les Ottomans, pendant 400 ans, il n'y avait pas d'activité intellectuelle jusqu'à l'arrivée de mon père en Égypte. Alors, ces 300 ans, 400 ans, tout était enterré, ce n'était pas simplement Ibn Khaldoun. Mais ces écrits étaient là et ils ont été trouvés. C'est ça qui est important. Et il décrivait ce qui s'est passé avec lui first hand, comme on dit. Pour revenir à la deuxième question d'Assabiya, Assabiya peut s'appliquer sur tout. Assabiya, ça vient de l'élément tribal, que la tribu est une, tort ou à raison, on fait partie de cette tribu. Et comme on le dit en arabe, moi et mon frère contre mon cousin, moi et mon cousin contre l'autre. Alors ça, c'est la asabiya qui est tirée à la fin. Et c'est la asabiya qui a été condamnée par le prophète en disant, ça c'est la asabiya jahiliya. La jahiliya, ça veut dire l'ignorance. Ça veut dire quand on ne savait pas. Maintenant, quand on a eu le message, quand mon Dieu a dit, il a commencé par Iqra, lis, ça veut dire on n'a plus le droit à être ignorant. On a toutes les sources là, et c'est notre devoir d'acquérir le savoir, d'acquérir la science. Alors si on a des ignorants aujourd'hui, c'est leur faute à eux, c'est leur faute aux gens qui les gardent ignorants, parce qu'avec l'ignorance, c'est facile de faire des asabiya, de les pousser à l'extrême. Si les gens n'étaient pas ignorants, ça n'aurait pas été poussé tellement. Même au Liban, on vous dit qu'au Liban, on a beaucoup de culture, on a beaucoup de gens cultivés, mais on a aussi des gens qui ne sont pas tellement cultivés. Et puis, c'est des commerçants. Pas oublier, le Liban, c'est des commerçants. Alors, ça, c'est autre chose. C'est plus une asabiya, c'est des accords. Mais des fois, à la fin, ça recommence à retomber à la tête. Parce qu'on peut faire des accords maintenant, et puis plus tard, ça retombe sur nous. Bonsoir. Je voudrais intervenir essentiellement sur deux points. Le premier point, c'est, comment dire, il y a un paradigme. Parce que si on applique les États modernes, le
paradigme khaldunien qui consiste à dire que la violence est consubstantielle au pouvoir, relève donc tout son sens. On doit dire est-ce que le fait de tribaliser un État moderne, au sens moderne du terme, est une bonne chose pour la démocratie et pour les citoyens. La deuxième chose, et puis je l'aurais fini, il y a une association comparable à Ibn Khaldoun qui dit en arabe, je n'arrive pas à le traduire de manière exacte en français, il dit c'est-à-dire que si on arabise, ça devient destruction, des choses comme ça, ça devient de l'anarchie. Que pensez-vous de ça? Merci. Sur la première partie qui parle de division, je pense que c'est une très mauvaise idée de construire n'importe quel pays sur le tribalisme, parce que l'affiliation serait en premier lieu à la tribu, et ensuite au pays. Ce qui veut dire que le pays ne sera jamais constitué. Et c'est ce qui s'est passé au Liban. On a des tribus sectaires, on a 18 tribus. Alors, on s'entretue dans la tribu pour prendre la place qui revient à cette tribu. Mais le pays ne profite rien de tout ça. On a des bagarres tout le temps. Maintenant, sur la notion de Ibn Khaldoun et les Arabes, il faut pouvoir distinguer. En arabe, on a arabe ou arabe. Okay? Même pour les Arabes, les gens qui restent dans le désert, c'est des Arabes, c'est des Arabes. Et pour eux, c'est un autre degré d'Arabe. C'est les Arabes du début. Ils ont des choses qui sont bonnes, honneur, hospitalité et tout ça, mais ils ont la mentalité qui est complètement libre. Quand tu es en désert, tu ne peux pas être contrôlé, personne ne doit te contrôler. Il n'y a que le chef de tribu qui contrôle cette personne. Et même si elle ne veut pas être contrôlée par le chef de tribu, elle n'a qu'à quitter la tribu. Alors, ça c'est cette mentalité. Quand les gens viennent avec une mentalité pareille pour gouverner, ils continuent à gouverner avec la même mentalité. Et ça prend 2-3 générations pour changer. Et si on suit Ibn Khaldoun, 3-4 générations, c'est la fin du premier pouvoir, c'est un autre pouvoir qui va venir parce que le premier pouvoir est tellement conscient du luxe qui se passe, il ne veut plus faire du travail, c'est un autre pouvoir qui vient. Et c'est pour ça que les Arabes, il le décrit très clairement, il dit quand on a des Arabes, ils veulent tous être chefs, ils veulent tous leur idée, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire cet esprit de corps de Asabiya. Ils gardent les éléments qui sont mauvais de la Asabiya, mais ils perdent les éléments qui sont bons de la Asabiya. Et on voit que ça n'influence pas tellement les Arabes, purement les Arabes, ça influence aussi la religion islamique. Parce que par exemple aujourd'hui, l'islam qu'on a jusqu'aux cinquantaines, soixantaines, l'islam qui était partout dans le monde, c'était l'islam du Azhar. Les gens qui étaient modérés, donnaient l'islam au bon sens et tout ça, pacifique. Aujourd'hui, c'est l'islam wahhabite qui avait l'argent. Et c'est au Liban, tous les cheikhs partaient à Azhar pour faire leur licence. Aujourd'hui, ils vont en Arabie Saoudite parce qu'on leur paye de l'argent de venir là-bas. C'est la mentalité tribale qui influence l'islam. C'est plus l'islam qui influence la mentalité tribale. Et c'est là le danger. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présentation, c'était extrêmement intéressant et vous avez fait large tour d'horizon de la romantique en passant par etc. Et je m'intéresse justement aux questions depuis longtemps, mais pourquoi les guerres? Et surtout l'aspect psychosocial, je dirais, parce que finalement, en français, on dit souvent ça prend deux pour danser le tango, mais ça prend deux personnes aussi à un moment donné pour déclencher une guerre qui va toucher des milliers, sinon des millions de personnes à travers les âges. Et j'ai retrouvé un des éléments, je parlais de l'endoctrinement des peuples peu instruits, des gens plus faibles. Il y a aussi, je pense, l'entêtement des gens qui veulent à un moment donné mener la guerre. Et il y a aussi la question de l'orgueil qui est extrêmement importante chez ce type d'individu-là. Bien sûr, là, vous venez de parler des questions d'argent. On ne peut pas faire une guerre, j'imagine, avec un slingshot ou un stylo. Et puis, donc, la conclusion aussi est intéressante parce que finalement, j'étais, moi, militante écologiste. Dans les années 80, il y avait très, très peu de militants écologistes au Québec. Et je suis d'avis depuis longtemps, on a une seule Terre, on a une seule planète.
si on la détruit, que ce soit justement par des incendies, par des forêts, sans planche avec parfois des bombes, etc., on détruit l'essentiel parce qu'on parle beaucoup, par exemple, à Montréal, il y a des eaux de chaleur, il y a pourtant beaucoup de verdure à Montréal, c'est humide, mais ça n'en demeure pas moins que c'est très très chaud. Mais dans certains pays où le climat il est sec, là ça devient désertique. Alors ça veut dire la privation de nourriture, le manque, etc. Donc j'ai bien aimé la fin, on apprend à l'autre, à travers la phrase d'Yves Rocher, à l'autre, prendre soin de l'environnement, c'est pas l'autre unique, c'est vraiment tous les autres citoyens de la Terre qui ont à cœur la paisibilité, qui ont à cœur le partage, qui ont à cœur de maintenir un environnement sain pour tout le monde. Et il y en a des gens sains dans tous les pays, sur la planète Québec, comme dans le monde arabe, en Europe, etc. Et je pense que c'est le plus facile en tant que citoyen, c'est de collaborer, c'est de travailler avec ces gens-là. Des gens qui ont fait dans la tête de détruire, de faire la guerre, ils sont tellement entêtés, ils sont tellement orgueilleux dans leur entêtement que ça devient très très difficile de pouvoir discuter avec eux pour les amener sur un terrain plus paisible, plus pacifique. Plutôt. C'est en fait les gens qui sont entêtés pour faire la guerre, à la fin ils pensent qu'ils gagnent mais ils perdent. On se souvient, Napoléon, quand il a gagné la bataille, il passait parmi les morts, on lui a dit vous avez gagné cette bataille, il a dit personne n'a gagné cette bataille, regardez le nombre de morts. Alors, une bataille, même quand on la gagne, c'est pas vraiment gagné. Une bataille diplomatique peut-être, c'est plus facile à gagner, c'est mieux à gagner. Mais à la fin, quand on gagne beaucoup de batailles, on se détruit soi-même. Comme Shakespeare a dit, ça ne vaut rien, si on gagne tout le monde, on se perd soi-même. Je me demandais si on considère l'histoire de l'Occident, est-ce que dans cette notion d'Asabia, on estime que la religion est un facteur de cohésion sociale? Elle l'est sans doute dans un milieu qui est parfaitement homogène du point de vue religieux et qui partage un même credo. Par ailleurs, dès que vous avez une société multiple, la religion, si on en croit, du moins l'expérience de l'Occident, est un facteur de violence sociale et seule la laïcité, soit un gouvernement qui n'appuie aucune religion et qui n'avalise aucune religion, seule la laïcité, je crois, est garante justement de la cohésion sociale. Et puis la question elle-même est à l'ordre du jour actuellement au Québec. Qu'en pensez-vous? Bon, pour revenir à ça, quand je parle de religion ici, c'est religion dans le terme qui était décrit. Que religion, ça veut dire justice, ça veut dire il n'y a pas de ruse, ça veut dire honneur, ça veut dire on tient le mot qu'on dit. C'est ça ce que n'importe quelle religion dit. Si on regarde l'histoire de l'Ouest, l'Église catholique n'a pas été seule. Il y avait l'Église catholique, il y avait l'Église protestante, puis il y avait eu beaucoup de schismes qui sont sortis. Il y avait des guerres de religion. Mais il y avait des guerres, si on compare les guerres de religion aux autres guerres qui existaient, c'était même pas 10%. Et les guerres de religion atténuaient un peu le barbarisme qui existait. Alors la religion était un facteur d'atténuation. Maintenant, quand la religion est prise vers la asabiya extrême, ce n'est plus la religion. Ça devient la asabiya. Okay. Et c'est pour ça qu'on voit des religions s'entretuer. On voit dans la même religion des gens s'entretuer, parce que moi, ça c'est mon idée, toi, ça c'est ton idée. On ne peut pas se tuer sur les idées, puisqu'on est d'accord sur les principes généraux. Si on voit n'importe quelle religion, toutes les religions ont ces principes. Si on dit, voilà, on est tous d'accord sur ça, religion, laïcité, vous pouvez l'appeler tout. Ici, Ibn Khaldoun dit religion, pourquoi? Parce qu'il dit que la religion, c'est quelque chose qui est intérieur, qui fait arrêter cet extrémisme dans la asabiya. Si on a peur que si jamais on meurt, on ira à l'enfer, on va penser 10 fois avant de tuer quelqu'un, on va penser 3 fois avant de couper un arbre. Mais si on n'a pas ça, on va dire, bon, tant pis, si personne ne me voit, je coupe l'arbre. Peut-être qu'ils pensent plus à la spiritualité, à l'éthique, donc à la religion. Religion, c'est spiritualité, dans le sens, c'est pas simplement religion. Je ne parle pas d'une religion particulière ou d'une secte particulière. Je parle de religion en général, qui veut dire spiritualité. Ça veut dire, je suis rattaché à ces principes-là. On a une autre question ici.
Souvent on entend qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est parmi les côtés positifs de la sabia ou le côté négatif? Vous pouvez répéter ce que vous avez dit? On entend souvent un proverbe qui dit Qu'est-ce que vous pensez? C'est la sabia contre laquelle le prophète. Il a dit, Asabia, quand vous aimez votre famille dans l'injustice, ça c'est Asabia, ça c'est mauvais. Ça veut dire l'union fait la force. Mais non, c'est différent. L'union fait la force tant que le but est bon. Et c'est comme la religion. La religion est bonne tant qu'on fait ce que la religion dit. Et quand on utilise la religion pour des fins autres que la religion, c'est plus la religion, c'est le pouvoir. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Bonjour, je viens de votre conférence. Je m'adresse au docteur, enseignant. Je suis ici depuis 45 ans, je suis d'origine espagnole, j'ai vécu au Maroc, juste simplement pour... Et je me rends compte que les universités apprennent aux gens à gagner leur vie, pas la vie, et surtout pas la vie entre eux. Et ça, je parle d'un endroit, gagner leur vie ici. Dans un endroit, on est encore essayé de gagner sa vie, manger. Il y a beaucoup d'aliénation. C'est-à-dire, je vois, par exemple, la plupart des politiciens de du Nord, c'est des avocats. Et les avocats, en principe, sont cultivés. Ils ne sont pas ignorants. D'abord, ces politiciens, je vous fais les grâces détails. Alors, qu'est-ce que pensez-vous justement de l'ignorance et de la connaissance par rapport au savoir? Il y a quelque chose là? L'ignorance, si on a un diplôme universitaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ignorant. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des diplômes universitaires, surtout avec la façon de les donner aussi dans quelques pays, ça ne veut rien dire. Quand on dit savoir et non ignorance, quelqu'un qui n'est pas ignorant, c'est quelqu'un qui cherche le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont des licences d'université, ils ne cherchent rien, ils ne font rien, c'est tout, ils ont la licence, ils la mettent sur le mur, et ça y est. Ça, c'est pas quelqu'un qui est savant, ça, c'est pas quelqu'un qui n'est pas ignorant. Ignorant, c'est chercher. Si on ne veut pas être ignorant, il faut chercher la vérité. Et si on ne cherche pas la vérité, on restera ignorant, même si on est docteur. Merci beaucoup. Vous avez remis les pendules à l'heure. Maintenant, moi, je suis très inquiète de voir ce qui se passe. Effectivement, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. On a vu que beaucoup d'Égyptiens sont allés vers l'Arabie Saoudite, revenus dans le pays, puis avec un intégrisme très fort, des frères musulmans. On regarde en Égypte ce qui s'est passé avec Morsi. C'est un gouvernement qui est minoritaire et pourtant il n'a jamais consulté les partis d'opposition. Il a fait la Constitution, il a mis la charia, des points. Alors, est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'est un point de non-retour? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous aviez une boule de cristal, là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que c'est allé trop loin et c'est en train de fomenter des haines, du racisme, beaucoup de choses qui ressortent. Et je sais qu'Aswani, celui qui a fait Amal Ethiopien, il a écrit un très bon livre sur l'analyse de la révolution en Égypte. Et puis il dit qu'il faut qu'un chirurgien, quand il veut guérir un abcès, il doit le percer, même si ça pue, c'est purulent, c'est dégueulasse, mais il faut que ça sorte. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis et où est-ce qu'on s'en va? Pour commencer, je n'ai pas une boule pour voir le futur. Mais en revenant à l'Égypte, il y a 2 semaines, j'étais à Paris. Il y a un nouveau livre qui est écrit sur Sadat et il y avait une conférence comme celle-ci. L'auteur était en train de parler. Et on discutait, quelqu'un lui a dit, vous pensez que c'est Sadat qui a causé tout ce qui se passe maintenant en Égypte avec les islamistes et tout ça, parce que c'est lui qui les a sortis de prison, c'est lui qui les a laissés faire. Alors, si on dit oui parce qu'on est en 2013, on sait qu'est-ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé. Mais il faut dire oui quand on est en 1970, quand il a pris cette décision. Les frères musulmans représentaient 3 ou 4% de la population. Ce n'était pas une organisation criminelle comme elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas les armes, les bombes et tout ça. Et ils n'avaient pas tout l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Alors pour lui, ce n'était pas quelqu'un de dangereux qui sont été fort. Mais l'autre partie qui a fait que
cet islam qui n'est plus égyptien, qui est plutôt wahhabite aujourd'hui en Égypte, c'est que en 1970, l'Égypte était fermée durant la période nasseride. On ne pouvait pas voyager si vous étiez égyptien, vous ne pouvez pas quitter l'Égypte, vous étiez forcé à rester là. L'économie était en chute libre. Alors quand Sadat est venu, il voulait ajuster l'économie. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, vous pouvez sortir, travailler là où vous voulez. La plupart des gens ne parlent que l'arabe, ils peuvent travailler que dans les pays arabes. Ils sont partis en Arabie Saoudite, il les a pris immédiatement parce qu'il y a un manque de professeurs, manque de docteurs, manque de tout. Alors, ces gens-là qui ont passé 10 ans en Arabie Saoudite, leurs enfants sont nés là-bas, ils ont passé les écoles là-bas, ils ont fait les études religieuses en Arabie Saoudite selon le système wahhabite, sont revenus 20 ans plus tard en Égypte avec l'argent, avec la mentalité wahhabite, et c'est eux maintenant qui changent l'islam égyptien. C'est pour ça qu'il y a un grand problème entre Azhar et les frères musulmans. Même les frères musulmans entre eux, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des frères musulmans qui se tiennent. Si vous lisez les écrits d'origine des frères musulmans, ils sont différents de ce qui se passe maintenant. C'est parce qu'il y a eu cette influence tribale, si on peut dire, de la Asabiya bédouine, qui a pris la religion, au lieu que la religion en ait tenu le tribalisme, c'est le tribalisme qui a influencé la religion. En Égypte, 1400 ans, il n'y a aucun problème de se passer en Copte des musulmans. Maintenant, il y a des problèmes chaque jour. Il n'y a jamais eu de problème entre musulmans et musulmans en Égypte. Ça existe chaque jour. Et c'est un pays qui n'est pas sectaire. Il n'y a que des musulmans sunnites. Ils s'entretuent tout le temps. Alors, ça veut dire que la religion n'a rien à faire. C'est les gens qui manipulent ces gens. C'est ce que Hassan Basri a dit. C'est ce que Ibn Rushd a dit. C'est ce que Ibn Khaldoun a dit. C'est ce qu'on voit chaque jour se passer. Maintenant, comment ça va s'arranger, je pense, c'est des cycles. Ça va passer. Le peuple égyptien est différent du reste. Ce n'est pas un peuple bédouin, c'est un peuple civilisé qui a été là pendant 7000 ans. Et je pense qu'ils vont pouvoir dépasser cette phase-là. Bonjour monsieur, bonjour docteur, je vous remercie pour votre conférence. Moi, c'est juste pour amener un élément qui me semble a été omis ou occulté. Je voudrais reprendre le principe de action-réaction et de l'élément de la colonisation dans les pays qu'on appelle maintenant sous-développés. Vous avez pris comme exemple le problème Tutsi. Et le problème Tutsi est avant tout un problème de frontières qui a été créé par la colonisation et les Occidentaux ne sont pas tout blancs dans ce qui s'est passé. Et même les frères musulmans, ça a été également une création liée au colonialisme anglais dans cette zone, dans cette région du monde. Merci. Merci. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont essayé de lier Ibn Khaldoun au colonialisme, qui ont été écrits dans les années 50-60. Mais Ibn Khaldoun, c'était 1400, il n'y avait pas de colonialisme. Il n'y avait pas des pays qui étaient partis en Afrique pour coloniser les autres. Alors sa notion a commencé bien avant ça. Maintenant, si on voit la notion de Asabiya, si on l'applique maintenant, c'est les coloniaux, on va dire, bon, c'est ces pays qui ont colonisé les autres pays, qui ont fait ces facteurs qui vont même jusqu'à présent. L'Irak, la première action des forces américaines, c'était quoi? De faire un conseil de 30, 15 chiites, 6 sunnites, 6 kurdes, un turkman, un je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diviser ce peuple en tribus. Une fois qu'on le divise, c'est fini. Il n'y a plus de peuple. Mais on fait ça, on pense qu'on peut contrôler. Mais des fois, ça sort hors contrôle. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui passe aujourd'hui. Parce qu'on contrôle jusqu'à un certain point. Après un certain point, ça explose. Mais ça aide. Mais si les gens là-bas n'étaient pas ignorants, ils n'auraient pas suivi ça. Et autre chose, il y a des écrits partout dans le monde arabe, depuis les années 1920, depuis 100 ans. Ça va se passer. Ils vont faire ça pour vous diviser. Ils vont vous diviser en tribus pour que... Et tout le monde a lu ça, et tout le monde le fait. Ça veut dire, la faute, c'est pas aux coloniaux, la faute, c'est aux gens qui suivent ce dessin.
Bonjour, docteur Aziz. Un choix qui est vraiment approprié à notre époque. Voilà, ce qu'on voudrait savoir, c'est que, d'une façon générale, la civilisation musulmane a brillé très longtemps. Et il y a eu l'Asabia, mais en tout cas, la civilisation s'est maintenue. Après Rome, la Grèce, toutes les civilisations antiques, elle s'est maintenue jusqu'à la chute de Grenade, 1492. Et puis, il y a eu la chute, l'Asabia, Moulouk Tawaif. Eh bien, hélas, on le regrette. Et puis, là, c'est l'époque où Ibn Khaldoun est apparu. Ibn Khaldoun, on l'a vu, un grand homme qui a beaucoup voyagé à travers le monde musulman, mais il a servi le pouvoir. Et on s'est servi de lui. Alors, quel était vraiment le rôle d'Ibn Khaldoun en tant qu'individu? Puisque pour écrire les Gomènes, il s'est réfugié dans une grotte quelque part en Algérie, et activement. Alors, que s'est-il passé pour cet homme d'une façon particulière, puisqu'on s'est servi aussi de lui? Là, sur la question qu'on se pose, quel était vraiment le rôle d'Ibn Khaldoun, premièrement. La deuxième question que se pose, Ibn Khaldoun est-il toujours actuel, puisqu'il est très étudié dans l'université? Et troisièmement, comment voyez-vous l'Asabia à notre époque pour s'en sortir, parce qu'on peut bien s'inspirer de notre passé pour revenir à la grandeur de la civilisation musulmane. Je vous remercie. Donc, on va prendre une autre question, mais vous pouvez répondre maintenant. Après, il y aura une dernière question. Ok. Premièrement, pour revenir à votre première idée qui était Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun était toute sa vie. Il était ministre, il était premier ministre, il était cadi, il était fils de mufti, il était écrivain, il était tout. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui voulait laisser quelque chose au futur, aux générations futures. Il a dit, moi j'ai vu ce qui se passait, j'ai analysé, je laisse mon idée. Si quelqu'un va en profiter, c'est bon. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a pris 500 ans pour quelqu'un pour reprendre ce qu'il avait écrit et commencer à l'étudier. La deuxième question, c'était sur... vous pouvez simplement me le redire? La deuxième question était le rôle d'Ibn Khaldoun dans nos sociétés actuelles. Ok. Est-ce que Ibn Khaldoun est toujours actuel? Actuel, voilà, actuel. Bon, Ibn Khaldoun, c'est une théorie. Une théorie s'applique au monde actuel, comme on l'a vu, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule théorie. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais c'est une des théories. Les historiens ont plusieurs théories. Arnold Toynbee a la théorie de réponse aux défis, challenge and response. Okay. C'est ce qui fait progresser les civilisations. Chaque théorie a un certain élément de vérité là-dedans. Mais une théorie parfaite, ça n'existe pas, parce que ça change. Le contexte change, le monde change, tout change. L'homme change. Okay. Alors, avec tous ces changements, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses de base. Okay. Alors c'est pour ça que quand on prend tribu, quand on prend Asabia, il ne faut pas le comprendre au sens étroit du terme. Il faut le comprendre au sens complexe du terme. Et pour la troisième question, qu'est-ce qui s'est passé avec la civilisation musulmane? C'est ce que a décrit Ibn Khaldoun. C'était le luxe, c'était le laisser-aller, c'était l'ignorance. Okay. Pour corriger ça, la première chose, il faut revenir à la bonne Asabia. La bonne Asabia, ça veut dire les liens, l'esprit de corps et tout ça, sans aller aux extrêmes. Nous, ce qu'on fait ces jours-ci, on prend la mauvaise Asabia, on laisse la bonne. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est quand on regarde le débat qui a lieu actuellement au Québec sur la charte de laïcité, l'idée de vouloir imposer une laïcité à la française, est-ce que finalement la laïcité ne peut pas devenir une forme d'asabia? Première question. Et puis ma deuxième, c'est que j'avais lu quelque part qu'on avait utilisé Ibn Khaldoun, notamment avec par des traductions erronées pour légitimer le colonialisme français en Algérie, quelque chose comme ça. Pourriez-vous dire un mot là-dessus si vous avez vu la même chose? Pour revenir à la première question, si la laïcité peut devenir asabia, elle le peut. C'est facile. N'importe quelle idée peut devenir asabia. Le communisme, c'était un athéisme et c'était de l'asabia. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Parce que chaque élément, il faut garder un certain milieu. Et la laïcité au sens que c'est défendu d'avoir une religion, c'est quelque chose. Laïcité au sens que
peux avoir tout ce que tu veux tant que tu vis en accord avec des droits que tout le monde doit reconnaître, c'est autre chose. Alors si c'est ça, laïcité, il ne doit pas y avoir la Asabia. Si c'est l'autre laïcité, ça devient une autre forme de religion à Asabia. Pour revenir à ce qui a été écrit, les traductions, ce n'étaient pas des traductions erronées, c'était des traductions que chacun voulait voir le sens du mot à sa guise. Et j'ai essayé de les lire. Des fois, je lis l'arabe, je relis l'anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Je lis l'arabe, je relis le français, ça pourrait dire la même chose. Mais si on prend un sens du terme Asabia, on le met, ça donne un autre sens à toute la phrase. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut garder les noms comme ils sont. Parce que le nom comme il est, il contient tout ce complexe, cette complexité de sens qui sont contenus là-dedans. Ok, merci beaucoup, Dr Aziz, pour tout ça. Donc, on est presque à la fin. J'aimerais juste répliquer, si vous permettez, pour la traduction, parce que c'est mon champ d'intérêt. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de traductions de Ibn Khaldoun, notamment avec Deslan, au XIXe siècle, donc 6 siècles après la partition des écrits Muqaddima de Ibn Khaldoun, et il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à ça. Donc, il y a eu des traductions, il y a eu des problèmes de traduction. Et les Français ont pris comme acquis, comme toute la société qui a été décrite par Ibn Khaldoun était restée statique pendant des siècles et des siècles, premièrement. Ça, c'est l'erreur monumentale. Deuxièmement, ils ont pris les mots et comme ils n'avaient pas une notion assez approfondie de l'arabe en tant que tel, ils les ont mal traduits. Donc, on revoit dans leur traduction beaucoup d'erreurs, notamment on peut parler de la vie citadine et de la vie à l'extérieur des villes, qui a été traduite, qui est dans le sens original. Ça a été traduit, il y avait Tawahouch, c'est comme si c'était des sauvages et des civilisés. Donc il y a eu plusieurs erreurs et ma recherche, mon doctorat, ça tourne autour de ça, de toutes les manipulations et surtout de la façon que les Français ont pris toutes ces informations et les ont appliquées sur le peuple, bien sûr. Et donc, comme je l'ai dit, il était statique pendant 6 siècles. Donc là, on a eu le plaisir d'entendre Dr Aziz. Il nous a quand même brossé un panorama sur 6 siècles, du 14e, 15e siècle d'Ibn Khaldoun jusqu'à l'heure actuelle. Donc il nous a donné des exemples extraordinaires sur la Asabia tribale qui vient dans la thématique du Festival du monde arabe. Nous pouvons juste vous rassurer que le Festival du monde arabe, il adhère à la Asabia planétaire. Donc il n'y a pas de frontières. On est ouvert à tout le monde. Donc on a reçu des gens d'Allemagne, d'Algérie. Il y a des gens qui sont là de l'Algérie. Il y a d'autres de partout. Donc on est vraiment ouvert à tout le monde. Donc pour pouvoir nous aider à mieux continuer notre mission de tribalité, si je puis dire, planétaire, on vous demande et on sollicite de vous de nous donner des dons pour pouvoir continuer des conférences d'envergure comme on a eu ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie Dar el-Maghreb pour son accueil toujours chaleureux. Bien sûr, je vous remercie M. Abou Ali, M. Youssef, bien sûr Mme Ouzaïlachi et aussi le roi Mohamed VI qui nous a permis d'avoir un centre culturel aussi précieux et aussi où il y a des échanges incroyables. Alors, merci beaucoup. La table du FMA est juste là, donc on vous remercie beaucoup. Pas du tout, c'est en sécurité